La première fois que Julien Perrin a réalisé que sa femme était partie, il ne se trouvait pas dans une salle d'audience, il ne tenait pas de papier de divorce entre ses mains, et il ne pleurait certainement pas la fin de son mariage. Il descendait d'un jet privé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, une autre femme accrochée à son bras. Le soleil des Caraïbes s'accrochait encore à sa peau. Sa chemise en lin hors de prix sentait légèrement l'eau salée et l'eau de Cologne de luxe. Pendant 2 semaines, il avait ignoré tous les appels venant de chez lui. 2 semaines de petits déjeuners au champagne, de plages privées, de croisières au coucher du soleil et de nuits passées dans une villa qui coûtait plus cher que ce que la plupart des Français gagnaient en une année. Debout à ses côtés, Chloé rit en remontant ses lunettes de soleil sur sa tête. Tu sais, le taquina-t-elle, si chaque voyage d'affaires ressemblait à ça, je ne me plaindrais plus jamais. Julien eut un sourire en coin. Alors peut-être que j'en programmerai d'autres. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue sans se soucier de qui les regardait. Quelques voyageurs jetèrent un coup d'œil dans leur direction. Certains reconnurent Julien Perrin, PDG de Perrin Capital, l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide de la défense, un homme figurant sur les couvertures de magazines comme l'incarnation de la discipline, de la vision et des valeurs familiales. Les valeurs familiales. L'ironie aurait été drôle si quelqu'un connaissait la vérité. Car pendant que les caméras le louaient comme un mari dévoué, sa femme avait commencé le travail d'accouchement, seule, à des milliers de kilomètres de là. Pas de mari, pas de main réconfortante, pas de murmure d'encouragement, seulement les lumières fluorescentes de l'hôpital et des infirmières demandant encore et encore « Le père du bébé est-il en route ?» Elle avait cessé de répondre après la 3e fois. À l'extérieur du terminal, l'assistant de direction de longue date de Julien, Marc, ouvrit la portière arrière du SUV noir. « Bienvenue chez vous, monsieur. » Les bagages disparurent dans le coffre. Le véhicule s'élança vers Paris. Chloé faisait déjà défiler son fil Instagram. Puis elle fronça les sourcils. « Sérieusement ?» Julien leva à peine les yeux. « Quoi encore ?»« Un idiot a commenté mes photos de vacances. » Elle leva les yeux au ciel de manière théâtrale. « Ils ont écrit, la femme de ton petit ami n'est-elle pas censée accoucher cette semaine ?» Le silence s'installa pour la première fois de la matinée. Julien attrapa son téléphone. L'écran s'illumina. 23 appels manqués. La plupart venaient de sa mère, quelques-uns du bureau de gestion de patrimoine familial, aucun d'Éléonore. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas son genre. Elle appelait toujours, envoyait toujours des messages, s'excusait toujours, même quand elle n'avait rien fait de mal. Étrange. Il vérifia son calendrier. Son expression changea à peine. Chloé demanda d'un ton désinvolte, « Alors, elle a eu le bébé ?» Julien verrouilla son téléphone. « Probablement. C'est tout. Ma mère s'occupe de tout. » Il regarda de nouveau par la fenêtre, comme s'il discutait des résultats trimestriels au lieu de la naissance de son premier enfant. « Ma présence n'est pas requise. » Le SUV continua sa route dans la circulation parisienne. Aucun d'eux ne remarqua Marc qui les observait silencieusement dans le rétroviseur. Il travaillait aux côtés de Julien depuis 11 ans. Il avait assisté à des transactions à plusieurs milliards d'euros, à des guerres d'entreprise, à des krachs économiques, mais d'une certaine manière, cette seule phrase le dérangeait plus que tout le reste. Ma présence n'est pas requise. 30 minutes plus tard, après avoir déposé Chloé à son Penthouse, Julien changea de direction. Emmenez-moi à Neuilly, au domaine, Marc. Bien, monsieur. À son arrivée, sa mère l'accueillit exactement comme prévu. Pas avec des félicitations, pas avec des photos de son petit-fils, pas avec de la joie. Au lieu de cela, elle ajusta le col de sa chemise et sourit. Je suis heureuse que tu sois enfin rentré. Ce n'est qu'après avoir servi le thé, et seulement après l'avoir interrogé sur ses vacances, qu'elle mentionna enfin la nouvelle. Oh, Éléonore a eu le bébé. Julien hocha la tête une fois. Fille ou garçon? Un garçon. En bonne santé? Oui. Un autre hochement de tête. Rien de plus. Pas de sourire, pas d'excitation, pas de curiosité, juste les affaires. Puis vint la seule question qui l'intéressait vraiment. A-t-elle signé les papiers du divorce? Le sourire de Marguerite s'effaça. Non. Pourquoi pas? Elle a insisté pour que les papiers viennent de toi.
Julien laissa échapper un petit rire. Elle fait encore semblant d'avoir le choix. Marguerite baissa la voix. Elle pense que le fait d'avoir accouché lui donne un moyen de pression. Julien se leva. Je vais m'en occuper. Il attrapa ses clés de voiture. Je ramènerai le bébé à la maison. Et Éléonore? Il fit une pause juste assez longue pour répondre, elle recevra un règlement généreux. Puis il s'éloigna comme s'il mettait fin à un contrat, et non à un mariage. 40 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans une clinique exclusive de récupération postpartum. Chambre 308. Il frappa. Aucune réponse. Encore. Le silence. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la chambre était impeccable. Le lit avait déjà été refait. Le placard était vide. Pas de couverture pour bébé, pas de fleurs, pas de photos, rien. Cela ne ressemblait pas à une chambre que quelqu'un venait de quitter, mais plutôt comme si on avait effacé toute trace de son existence. Une infirmière apparut derrière lui, portant des draps propres. Elle se figea. Vous devez être Monsieur Perrin. Où est ma femme? La confusion traversa le visage de l'infirmière. Vous ne savez pas? Son estomac se serra pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Savoir quoi? Madame Perrin a quitté la clinique il y a presque 2 semaines. Tout en lui s'immobilisa. Où est-elle allée? Je l'ignore. Qui est venu la chercher? Une berline noire. Et le bébé? Elle le regarda bizarrement. Bien sûr, elle a pris son fils. La voix de Julien se durcit. Mon fils. L'infirmière ne discuta pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche de son uniforme. Avant de partir, elle m'a demandé de vous remettre ceci. Une enveloppe blanche unie, sans nom, sans adresse, avec seulement une phrase écrite proprement sur le devant, destinée à Julien. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait les papiers du divorce déjà signés, et en dessous, une petite clé USB. Pas d'explication, juste une autre note manuscrite. Julien, d'ici à ce que tu entendes ma voix, tu comprendras enfin pourquoi me perdre a été l'erreur qui te coûtera le plus cher. Julien n'ouvrit pas la clé USB. Pas immédiatement. Il la glissa de nouveau dans l'enveloppe, plia les papiers du divorce une fois et tendit le tout à Marc. Prenez ça. Marc parut surpris. Monsieur, ne devriez-vous pas au moins? Je m'en occuperai plus tard. Sa voix était plate, clinique, le même ton qu'il utilisait pour approuver des licenciements ou rejeter des offres d'acquisition. Quoi qu'Éléonore ait laissé derrière elle, cela pouvait attendre. Elle l'attendait toujours. Alors que Julien retournait vers l'ascenseur, l'infirmière l'appela. Monsieur Perrin. Il s'arrêta sans se retourner. Votre femme est restée ici pendant 8 jours. Silence. Elle a eu des complications après l'accouchement. Il hocha la tête une fois. Je demanderai à mon assistant de régler toutes les factures en souffrance. L'infirmière le dévisagea, presque sans voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais les portes de l'ascenseur s'étaient déjà refermées. De retour chez Perrin Capital, rien n'avait changé. Les écrans de cotation clignotaient en vert sur tout l'étage de la direction. Les analystes se pressaient entre les salles de conférence. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Julien entra dans la salle de conseil à 13 heures précises. Commençons. Personne ne mentionna le bébé. Personne ne mentionna Éléonore. Ils discutèrent des résultats trimestriels, des acquisitions en capital investissement, d'une fusion imminente d'une valeur de près de 300 millions d'euros. Pendant les 4 heures qui suivirent, Julien fut totalement concentré. Il négocia, posa des questions, calcula, exactement comme il l'avait toujours fait. Lorsque la réunion se termina enfin, le président du conseil d'administration lui tapa légèrement sur l'épaule. Félicitations. Julien parut confus. Pourquoi? Le bébé. Oh. Il eut un sourire poli. Merci. Rien de plus. En le regardant s'éloigner, un directeur murmura discrètement à un autre, connaît-il au moins la date de naissance de son fils? Éléonore avait l'habitude de plaisanter en disant qu'elle avait épousé la défense elle-même. Le marché passait toujours en premier.
Les clients en deuxième. Les investisseurs en troisième. Tout le reste se disputait le peu de temps qu'il restait. Quand ils s'étaient rencontrés 7 ans plus tôt, rien de tout cela ne la dérangeait. Julien n'était pas encore riche. Perrin Capital n'occupait qu'un seul étage de bureau loué dans le 8e arrondissement. Il n'y avait que 12 employés. Il travaillait jusqu'à minuit parce qu'il le devait, pas parce qu'il le voulait. À l'époque, Éléonore admirait son ambition. Elle se souvenait d'avoir apporté des sandwichs au bureau parce qu'il oubliait toujours de manger. Elle se souvenait de l'avoir aidé à relire les présentations pour les investisseurs. Elle se souvenait d'être restée éveillée à ses côtés pendant qu'il construisait les modèles financiers qui avaient fini par convaincre son premier client institutionnel. Chaque fois que Julien la remerciait, il disait toujours la même chose, un jour, rien de tout ça n'aura d'importance. Nous aurons enfin notre vie. Elle l'avait cru à chaque fois. Le succès était arrivé plus vite que quiconque ne s'y attendait. Un client en est devenu 10. 10 en sont devenus 50. Perrin Capital a explosé. Interviews dans les magazines, apparitions à la télévision, récompenses, clubs privés, collecte de fonds politiques. L'argent a tout changé autour de Julien, sauf son emploi du temps. Il est simplement devenu indisponible dans des endroits plus luxueux. Au lieu de manquer un dîner parce qu'il était au bureau, il manquait un dîner parce qu'il s'envolait pour Londres. Au lieu d'annuler leurs anniversaires pour des réunions d'investisseurs, il les annulait pour des conférences internationales. Chaque fois qu'Éléonore se plaignait, il avait toujours la réponse parfaite, « Je fais ça pour nous ». Finalement, elle avait cessé de se disputer. Après 3 ans de mariage, Éléonore avait discrètement démissionné de sa propre carrière. Non pas parce que Julien le lui avait demandé, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'une maison dans laquelle Julien ne restait jamais assez longtemps pour la remarquer. Elle gérait les rénovations, payait le personnel de maison, se souvenait des anniversaires, envoyait des cadeaux aux épouses des clients, organisait des galas de charité et assistait à des dîners de réseautage. Souriant à côté d'un mari qui passait la plupart de ses soirées à parler à tout le monde, sauf à elle. Les journaux les appelaient le couple le plus influent de Paris. Seule Éléonore savait à quelle fréquence elle dînait seule. Tout a changé le jour où elle a annoncé à Julien qu'elle était enceinte. Elle avait imaginé des dizaines de réactions différentes. Le choc, le rire, les larmes. Au lieu de cela, il a vérifié son calendrier. Depuis quand? Elle cligna des yeux. 12 semaines. Non. Il secoua la tête. Pour quand est le terme? Début octobre. Julien se renfonça dans son fauteuil. Bon sang. Quoi? Le sommet de Singapour. Elle rit maladroitement. Tu peux toujours sauter une conférence. Il eut l'air sincèrement surpris. Tu sais bien que je ne peux pas. Ce fut la première fissure. Minuscule, presque invisible. Mais une fois que le verre commence à se fissurer, il ne redevient jamais ce qu'il était avant. La grossesse est devenue une chose qu'Éléonore a vécue en grande partie seule. Rendez-vous médicaux, échographie, cours de préparation à l'accouchement. Elle a assisté à presque tout cela toute seule. Julien avait toujours une autre réunion, un autre investisseur, une autre urgence. Lorsqu'il parvenait à être présent, il restait exactement le temps nécessaire pour prendre des photos. Les images finissaient toujours sur les réseaux sociaux. La famille d'abord. Béni au-delà des mots. J'ai hâte de rencontrer notre fils. Des milliers de personnes cliquaient sur le bouton j'aime. Seule Éléonore savait que ces légendes avaient été rédigées par l'équipe des relations publiques de Perrin Capital. Marc remarquait tout. Les assistants de direction le font toujours. Un soir, alors qu'il organisait le calendrier de voyage de Julien, il hésita. Monsieur? Quoi? Madame Perrin a un autre rendez-vous vendredi. Je serai à Monaco. Je sais. Marc fit une pause prudente. C'est l'échographie morphologique. Julien continua de taper sur son clavier. Repoussez-la. Marc baissa les yeux. Monsieur, ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionne une grossesse. Julien s'arrêta enfin. Pendant une brève seconde, quelque chose ressemblant à de la culpabilité traversa son visage. Puis son téléphone vibra. Un coup d'œil à l'écran et tout disparut. Réservez-moi sur le vol précédent.
Oui, monsieur. Marc ferma discrètement le calendrier. Il y a des moments où les employés cessent de respecter leur patron. Non pas parce qu'ils sont exigeants, mais parce qu'ils sont témoins du genre de choix qu'aucun titre ne peut justifier. À 7 mois de grossesse, une autre personne entra dans la vie de Julien. Chloé Renard, vice-présidente de la stratégie de Marc. Brillante, magnifique, d'une ambition redoutable. Elle le défiait pendant les réunions, rivalisait avec son sarcasme et faisait les mêmes horaires impossibles. En quelques semaines, les dîners d'affaires sont devenus des dîners privés. Les dîners privés sont devenus des voyages le week-end. Les voyages le week-end sont devenus des réservations d'hôtels qui n'apparaissaient jamais sur les notes de frais officielles de l'entreprise. Personne ne l'a confronté, pas directement. Le monde de la finance a toujours pardonné aux hommes de pouvoir plus vite qu'aux gens ordinaires. Marc voyait les reçus. Les chauffeurs remarquaient les adresses. Le personnel de l'hôtel se souvenait des visages familiers. Les gens savaient toujours. Ils faisaient simplement semblant de ne pas savoir. Éléonore l'avait découvert par hasard. Pas par des photos, pas par du rouge à lèvres sur un col, pas par des ragots. Julien avait accidentellement transféré une confirmation de vol sur leur compte de messagerie partagée. 2 billets en première classe. Destination, Saint-Barthélemy. Date de départ, 3 octobre, la semaine même où son médecin prévoyait l'arrivée du bébé. Elle avait fixé l'écran pendant près de 5 minutes, attendant une explication logique. Un assistant commercial, un client, n'importe qui. Puis elle regarda le nom du deuxième passager, Chloé Renard. Pendant un long moment, Éléonore ne pleura pas. Elle ferma simplement l'ordinateur portable, entra dans la chambre du bébé et plia silencieusement de minuscules vêtements jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, Julien partit pour l'aéroport avant qu'elle ne se réveille. Il lui embrassa le front. « Essaie de te reposer. » Elle sourit. « Je le ferai. » Aucun d'eux ne mentionna Saint-Barthélemy. Aucun d'eux ne mentionna Chloé. Parfois, les mensonges les plus douloureux sont ceux dont les deux personnes conviennent silencieusement de ne pas discuter. 3 jours plus tard, Éléonore commença le travail d'accouchement toute seule. Et pendant que les contractions se rapprochaient, son mari regardait le coucher du soleil depuis une plage privée à des milliers de kilomètres de là. Dès le 2e jour à Saint-Barth, Julien avait presque oublié que sa femme devait accoucher. Non pas qu'il l'ait fait exprès, mais oublier était devenu une habitude. Chaque heure de ses vacances avait été soigneusement conçue pour tenir la réalité à distance. Baignade matinale, brunch de luxe surplombant l'océan, après-midi à bord d'un yacht affrété, cocktail en soirée sous des guirlandes de lanternes se balançant dans la brise tropicale. Chaque fois que son téléphone vibrait, il y jetait à peine un coup d'œil avant de le reposer face cachée. « Le travail ?» demanda Chloé alors qu'ils étaient assis près de la piscine à débordement. « Ma mère. » Tu devrais répondre. Julien haussa les épaules. Si c'est important, elle laissera un message. Elle sourit et s'appuya contre son épaule. J'aime cette version de toi. Quelle version? Celle qui se détend vraiment. Il rit. Je l'ai bien mérité. Aucun d'eux ne réalisait qu'à des milliers de kilomètres de là, Éléonore chronométrait ses contractions avec son téléphone. La première contraction était arrivée juste après minuit. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'une autre fausse alerte. Son médecin l'avait prévenu que les dernières semaines pouvaient être imprévisibles. Elle respira lentement, fit les 100 pas dans l'appartement et but un verre d'eau. 20 minutes plus tard, une autre contraction frappa plus fort. Elle regarda le côté vide du lit. Julien était parti depuis 3 jours. La pièce semblait soudainement beaucoup plus grande que d'habitude. Elle prit son téléphone. La photo de contact de Julien les montrait toujours souriant lors d'un gala de charité l'année précédente. Elle appuya sur Appeler. Directement sur Messagerie. Elle réessaya, même résultat. Puis elle envoya un SMS. Je crois que c'est le moment. Appelle-moi dès que tu peux. Elle fixa l'écran. Rien. Marguerite Perrin répondit à la première sonnerie. Éléonore. Je crois que le travail a commencé. Il y eut un bref silence. À quel intervalle? Environ 15 minutes. J'envoie un chauffeur. Non. Éléonore regarda vers la chambre du bébé.
Je vais appeler un VTC. Quelle absurdité. La voix de Marguerite resta parfaitement calme. La voiture de la famille est déjà en route. Exactement 23 minutes plus tard, une berline noire s'arrêta devant l'hôtel particulier. Le chauffeur chargea son sac de maternité dans le coffre sans dire un mot. À mi-chemin, Éléonore regarda par la fenêtre et demanda doucement « Est-ce que Julien a appelé ?» Le chauffeur hésita. « Je suis désolé, Madame Perrin. Je ne sais pas. » Elle hocha la tête. « Je comprends. » Ce fut la dernière fois qu'elle posa la question. L'accouchement dura près de 11 heures. Assez longtemps pour 3 équipes d'infirmières différentes. Assez longtemps pour que le médecin demande à plusieurs reprises si quelqu'un de sa famille allait venir. Assez longtemps pour qu'Éléonore cesse d'espérer que la réponse change. Quand son fils pleura enfin pour la première fois, elle pleura aussi. Pas à cause de la douleur, pas parce qu'elle se sentait abandonnée. Parce que dans ce tout petit cri, elle comprit soudain qu'elle n'aurait plus jamais le luxe de faire semblant que tout allait bien. L'infirmière plaça délicatement le bébé contre sa poitrine. « Il est magnifique », sourit Éléonore à travers ses larmes d'épuisement. « Il ressemble à son père. » L'infirmière regarda autour de la pièce. « Votre mari va-t-il bientôt arriver ?» Éléonore embrassa le front du bébé. « Honnêtement, je ne sais pas. » Le lendemain matin, des photos de Julien sont apparues en ligne. Un blogueur économique l'avait aperçu en train de dîner sur la plage. Lui et Chloé riaient autour du petit déjeuner. Le gros titre s'est répandu rapidement, le PDG de Perrin Capital profite d'une escapade tropicale avant de devenir père. L'une des jeunes infirmières l'a vu par hasard en faisant défiler son téléphone. Elle regarda l'article, puis Éléonore tenant son nouveau-né seul, avant de verrouiller discrètement son écran. Certaines histoires n'avaient pas besoin de commentaires. Julien consulta finalement sa messagerie vocale ce soir-là. 27 messages. Il en supprima la plupart sans les écouter. Puis l'un d'eux attira son attention. Ce n'était pas de sa mère. C'était Éléonore. Sa voix semblait étonnamment calme. « Salut, je sais que tu es occupé. Je voulais juste que tu saches que notre fils est là. » Une pause. « Il est en bonne santé. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour rentrer. J'ai juste pensé que tu méritais de le savoir. » L'enregistrement se termina. Julien fixa le téléphone un instant. Chloé arriva sur le balcon avec 2 verres de vin. « Tout va bien ?» Il glissa le téléphone dans sa poche. « Ouais, rien d'urgent. » Et c'est ainsi qu'il choisit de ne pas rappeler. 3 jours plus tard, Marguerite arriva à la clinique avec des fleurs qui semblaient assez chères pour décorer le hall d'un grand hôtel. Elle embrassa légèrement le bébé. Il a les yeux des Perrin. Éléonore sourit poliment. C'est vrai. Marguerite tira une chaise à côté du lit. Nous devrions discuter de quelque chose. Éléonore savait déjà où la conversation allait mener. Le divorce. Marguerite croisa les mains. Julien ne pense pas que vous soyez heureux depuis longtemps, et il t'a envoyé pour me le dire. Il pensait que ce serait plus facile. Éléonore baissa les yeux vers son fils endormi. J'ai porté son enfant pendant 9 mois. J'ai accouché seul, et il n'a même pas pu me le demander lui-même. Marguerite soupira. Éléonore, mon fils subit une pression énorme. Moi aussi. Le silence s'installa entre elles. Finalement, Marguerite chercha dans son sac à main de créateur et posa une épaisse enveloppe sur la table de nuit. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, déjà préparés, déjà examinés par des avocats, tout y était, sauf la signature d'Éléonore. Marguerite parla doucement, presque gentiment. Si tu signes maintenant, nous pourrons éviter d'attirer l'attention inutilement. Éléonore ne toucha même pas au papier. Au lieu de cela, elle posa une seule question. Julien a-t-il déjà vu son fils? Marguerite détourna le regard. Non. Alors dis-lui ceci. Sa voix resta calme. Je ne signerai rien tant qu'il n'aura pas regardé son enfant dans les yeux. Marguerite se leva lentement. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non, répondit Éléonore. Je l'oblige à participer à la vie qu'il a contribué à créer. Marguerite prit son sac. Je lui ferai savoir. Dès que la porte se ferma,
Éléonore attrapa enfin l'enveloppe. Elle lut chaque page attentivement, pas une fois, mais deux. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Une clause n'existait pas dans le contrat de mariage qu'elle se souvenait avoir signé des années plus tôt. Elle accordait à Julien un contrôle élargi sur plusieurs comptes d'investissement détenus conjointement. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas standard. Quelqu'un avait discrètement réécrit plus qu'un mariage. Ils avaient réécrit l'avenir. Elle plia soigneusement les papiers et les remit dans l'enveloppe. Pour la première fois depuis son arrivée à la clinique, elle ne pensait plus comme une épouse au cœur brisé. Elle pensait comme une femme qui venait de découvrir la première faille de quelque chose de bien plus grand qu'une infidélité. Le lendemain matin, elle passa exactement un appel. Pas à Julien, pas à Marguerite, pas à un avocat spécialisé en divorce. Elle appela quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis près de 8 ans. Lorsque la personne décrocha, Éléonore ferma les yeux. « Papa, j'ai besoin de ton aide. » Le silence remplit la ligne. Puis vint une voix qu'elle pensait ne jamais entendre à nouveau. « J'attendais que tu appelles. » L'homme à l'autre bout du fil ne demanda pas qui appelait. Après 8 ans de silence, Guillaume de Montfort reconnaissait toujours la voix de sa fille. « Où es-tu » demanda-t-il. « À la clinique. »« Es-tu blessé ?»« J'ai eu un bébé. » Un long silence suivit. Puis sa voix changea, non pas plus froide, mais plus douce. « Tu as un enfant ?»« Oui, et personne ne me l'a dit. » Éléonore baissa les yeux vers son fils endormi. « Je ne pensais pas en avoir le droit. »« Tu en as toujours eu le droit. » Sa gorge se serra. 8 ans plus tôt, elle avait quitté la famille de Montfort avec une seule valise, et assez de colère pour toute une vie. Elle avait rejeté l'argent de la famille, le domaine ultra sécurisé, les chauffeurs privés, et les attentes qui accompagnaient le fait d'être la fille unique de Guillaume de Montfort. Julien avait semblé être l'opposé de ce monde. Il construisait encore Perrin Capital depuis un bureau loué à l'époque. Il travaillait tard, portait des costumes bon marché et parlait sans cesse de créer quelque chose de ses propres mains. Son père l'avait détesté immédiatement. « Il ne t'aime pas » l'avait prévenu Guillaume. « Il aime la version de lui-même qu'il voit à travers tes yeux. » Éléonore l'avait traité de despote contrôlant. Puis elle avait épousé Julien sans qu'aucun membre de sa famille ne soit présent. Pendant des années, elle s'était dit que ce sacrifice prouvait que son amour était réel. Maintenant, elle était allongée sur un lit d'hôpital pendant que Julien passait des vacances avec une autre femme. « Papa » murmura-t-elle. « J'avais tort. Nous pourrons en discuter plus tard. » Une chaise remua de son côté de la ligne. « Dis-moi ce dont tu as besoin. »« J'ai besoin d'aide. »« Tu l'as. »« J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. »« Tu l'as toujours aussi. » Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis le début du travail, elle se sentait assez en sécurité pour respirer. Guillaume envoya son frère aîné, Daniel. Il arriva moins de 40 minutes plus tard dans un costume anthracite, l'expression contrôlée jusqu'à ce qu'il entre dans la chambre et la voix. « Ellie. » Personne ne l'avait appelé comme ça depuis des années. Daniel traversa la pièce et la prit doucement dans ses bras. Pendant plusieurs secondes, aucun d'eux ne parla. Puis il regarda vers le berceau. « C'est mon neveu. » Éléonore hocha la tête. « Il s'appelle Noé. » Daniel se pencha et étudia le visage du bébé. « Où est Julien ?» Éléonore lui tendit son téléphone. Les photos de Saint-Barthélemy étaient toujours ouvertes. Julien et Chloé étaient assis ensemble sur une plage privée, riant au petit déjeuner pendant qu'Éléonore était en plein accouchement. Daniel fit défiler les images une fois, puis il verrouilla le téléphone. « Où sont les papiers du divorce ?» Elle montra la table de nuit. Il les lut en silence. Son visage se durcit lentement. Ce n'est pas seulement un accord de divorce. Éléonore se redressa. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel tapota l'une des clauses. « Cela donne à Julien le contrôle sur plusieurs intérêts d'investissement qui te sont encore légalement rattachés. Je pensais qu'il lui appartenait. Tu lui as donné le pouvoir de gestion. Tu n'as jamais transféré les intérêts sous-jacents. Alors pourquoi a-t-il besoin de ma signature maintenant ? Parce que quelqu'un a découvert que ses actifs sont toujours liés à ton nom. » Éléonore sentit une pression glaciale s'installer dans sa poitrine.
Daniel tourna une autre page. Si quoi que ce soit au sein de Perrin Capital est surendetté ou déclaré de manière frauduleuse, ils essaient peut-être d'y attacher ton approbation avant de t'écarter. La visite de Marguerite prenait soudainement tout son sens. La voix douce, la pression, la promesse que signer rendrait tout plus facile. Ils n'essayaient pas seulement de mettre fin à son mariage, ils essayaient de lui faire porter une partie des dégâts. « Peux-tu les arrêter » demanda-t-elle. Daniel sortit son téléphone. « Je peux les ralentir. » En quelques minutes, il contacta l'avocat de la famille et imposa des restrictions temporaires sur les comptes liés à Éléonore. Il ne cria pas. Il ne menaça personne. Il passa simplement 3 coups de fil. Et soudainement, les gens qui croyaient qu'Éléonore n'avait aucun pouvoir ne pouvaient plus bouger sans qu'elle le sache. Ce soir-là, Daniel lui apporta un ordinateur portable et un dossier scellé. « Qu'est-ce que c'est ? » »« Tout ce que nous avons pu trouver de connecté à ton mariage et à Perrin Capital. » Éléonore commença à lire. Documents de fiducie, anciens registres de fonds, correspondance juridique. La plupart de ces documents étaient techniques et arides. Puis elle vit un email envoyé 6 mois plus tôt par Julien au conseiller juridique externe de l'entreprise. L'objet du mail fit figer sa main, stratégie de sortie d'Éléonore. Elle l'ouvrit. Julien avait demandé à quelle vitesse sa femme pouvait être retirée de la structure d'investissement liée à la famille après la naissance de leur enfant. L'avocat avait répondu, une fois l'héritier délivré, le risque pour la réputation devrait être gérable. Éléonore lut la phrase 2 fois. Pas bébé, pas fils. Héritier. Daniel l'observait de l'autre bout de la pièce. Tu étais au courant de ça. Elle secoua la tête. Pendant des années, elle avait défendu Julien en se disant qu'il était négligent, distrait, consumé par le travail. Mais ce n'était pas de la négligence. C'était de la préméditation. Elle ferma l'ordinateur portable. Quand Noé et moi pouvons-nous partir ? Ce soir. Où allons-nous ? À la maison. Le mot la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Cette nuit-là, sous un nom d'enregistrement différent, Éléonore quitta la clinique avec son fils dans les bras. Une équipe de sécurité de la famille de Montfort l'attendait en bas. Pas de chauffeur des Perrins, pas de représentant de la famille, personne pour contrôler où elle irait ensuite. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda l'entrée de la clinique. C'était là que Julien s'attendait à ce qu'elle signe pour abandonner son avenir. Au lieu de cela, c'est devenu l'endroit où elle l'avait repris. Daniel était assis à côté d'elle. « Que veux-tu faire maintenant ?» Éléonore baissa les yeux vers Noé. « D'abord, je veux le divorce. » Et après ça, elle pensa à l'email, à la clause cachée, aux photos de vacances. Puis elle répondit doucement, « Je veux la vérité sur Perrin Capital. » Daniel hocha la tête. Cette vérité pourrait détruire Julien. Éléonore regarda les lumières de la ville. Non, sa voix était calme. Ce qu'il a construit le détruira. Elle avait passé des années à protéger Julien des conséquences de ses choix. Cette protection prenait fin ce soir. Julien ne retourna à Paris que 4 jours après qu'Éléonore eut quitté la clinique. À ce moment-là, il croyait que le plus dur serait de la convaincre de signer les papiers du divorce. Il n'avait aucune idée qu'elle était déjà partie. Quand il déverrouilla la porte d'entrée de leur hôtel particulier, le silence lui parut étrange. D'habitude, la station de jazz préférée d'Éléonore jouait doucement dans la cuisine. L'odeur de café frais persistait le matin. Il y avait toujours un signe que quelqu'un vivait réellement là. Aujourd'hui, rien. Il monta à l'étage. La chambre du bébé était vide. Pas de berceau, pas de couverture, pas de babyphone. Même la photo encadrée de l'échographie avait disparu de l'étagère. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « L'as-tu trouvé ?» demanda Marguerite. « Non, je pensais qu'elle attendrait. » Julien fronça les sourcils. « Elle n'a nulle part d'autre où aller. » Marguerite ne répondit pas tout de suite. « Je n'en serais pas si sûr. » Pour la première fois, un léger sentiment de malaise s'empara de lui. Le lendemain matin, Julien arriva chez Perrin Capital, s'attendant à une autre journée de travail ordinaire. Mais Marc l'attendait déjà devant son bureau. « Vous avez de la visite. » Je ne me souviens pas avoir pris de rendez-vous. Ils n'ont pas demandé de rendez-vous.
Marc lui tendit une carte de visite. Daniel de Montfort, directeur des investissements, groupe de Montfort. L'expression de Julien changea. Que veut-il? Il a dit, vous le découvrirez en personne. Daniel se tenait près de la fenêtre de la salle de conférence lorsque Julien entra. Les deux hommes ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois, des années auparavant. Aucun n'avait apprécié l'autre. Julien força un sourire. Ça fait longtemps. Daniel ignora la salutation. Je suis ici au nom d'Éléonore. Alors, elle se cache derrière sa famille maintenant. Non. Daniel posa calmement un dossier sur la table. Elle se protège. Julien l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une notification officielle. Avec effet immédiat, tous les investissements liés aux intérêts personnels d'Éléonore avaient été gelés dans l'attente d'un examen juridique. Son sourire disparut. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous l'avons déjà fait. Cela affecte mon entreprise. Daniel planta son regard dans le sien. Exactement. Julien referma le dossier plus fort que nécessaire. C'est de la vengeance. Non, répondit Daniel d'un ton égal. Ça s'appelle le devoir de vigilance. Pendant le reste de la journée, Julien quitta à peine son bureau. Son service juridique confirma que la notification était valide. Plusieurs transactions en cours durent être retardées. 2 prêteurs demandèrent des documents supplémentaires. Rien de catastrophique. Pourtant, le timing ne pouvait pas être pire. Perrin Capital préparait la plus grande levée de fonds de l'histoire de l'entreprise. Même un petit retard pouvait coûter des millions. Julien finit par appeler Éléonore. Directement sur messagerie. Il réessaya. Bloqué. Il fixa l'écran, incrédule. Elle ne l'avait jamais bloqué auparavant. Jamais. Ce soir-là, il conduisit jusqu'au domaine des Montfort. Des portes en fer massif se dressaient entre la route et le manoir au-delà. Un garde de sécurité sortit avant même que Julien n'atteigne l'entrée. « Je suis ici pour voir Éléonore. »« Je suis désolé, monsieur. Elle ne reçoit pas de visiteurs. »« Je suis son mari. » Le garde ne réagit pas. « Veuillez faire demi-tour avec votre véhicule. » Julien sentit la colère monter. « Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma propre femme. » Un deuxième garde s'approcha. Aucun des 2 hommes n'avait l'air agressif. Aucun ne bougea. Ils attendaient, tout simplement. Pour la première fois depuis des années, Julien réalisa que son titre ne signifiait absolument rien en dehors de sa propre entreprise. Il repartit sans l'avoir vue. À l'intérieur du domaine, Éléonore regardait sa voiture disparaître sur les caméras de sécurité. Daniel se tenait à côté d'elle. « Tu veux lui parler ?» Elle secoua la tête. S'il voulait parler, il a eu des années pour le faire. Daniel ne discuta pas. Il éteignit simplement le moniteur. 3 jours plus tard, un autre problème atterrit sur le bureau de Julien. Un investisseur institutionnel majeur reportait la signature d'un accord de financement. L'explication était brève, en attente de clarification concernant les déclarations de propriété. Julien appela immédiatement l'investisseur. « Nous travaillons ensemble depuis 6 ans. » « C'est vrai. » « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» Une pause. Des questions. Quelles questions? Le genre de questions qui apparaissent quand des avocats commencent à geler des actifs. L'appel se termina poliment, mais le message était clair. La confiance s'effritait. Cet après-midi-là, Chloé entra dans le bureau de Julien avec un café. « Tu as à peine dormi. »« Je suis occupée. » Elle posa la tasse sur son bureau. « Cette situation avec Éléonore. Tu ne peux pas juste régler ça? » J'essaie. Elle hésita. Peut-être que tu devrais t'excuser. Julien leva les yeux. Pourquoi? Chloé cligna des yeux. Tu as disparu pendant qu'elle accouchait. Ce simple mot la stupéfia elle-même, pour la première fois depuis le début de leur liaison. Chloé voyait quelque chose qu'elle n'avait pas voulu admettre. Julien ne se contentait pas de négliger les gens. Il croyait sincèrement qu'il resterait toujours. De l'autre côté de la ville, Éléonore était assise dans la bibliothèque de son père,
lisant les rapports financiers que Daniel avait rassemblés. Elle ne cherchait plus à se venger. Elle cherchait des réponses. Un rapport attira son attention. Plusieurs transactions avaient été approuvées en utilisant des entités d'investissement liées à sa fiducie d'origine. Elle fronça les sourcils. « Je n'ai jamais autorisé ça. » Daniel hocha la tête. « C'est pour ça que nous avons tout gelé. » Elle referma lentement le dossier. Julien ne se rend peut-être même pas compte de ce qui se passe. Peut-être, répondit Daniel. Mais quelqu'un chez Perrin Capital le sait très certainement. Éléonore regarda vers la fenêtre. Pour la première fois, elle commença à se demander si Chloé avait jamais été le vrai problème, ou simplement la distraction cachant le jeu de quelqu'un d'autre. À cet instant précis, le téléphone de Daniel vibra. Il regarda l'écran, puis Éléonore. Les auditeurs financiers ont trouvé quelque chose. Quoi? Daniel prit une lente inspiration. Il n'y a plus seulement ton mariage qui est en danger. Il fit glisser le rapport sur la table. On dirait que quelqu'un a fait transiter de l'argent via Perrin Capital depuis plus de 2 ans. Et la signature de Julien apparaît sur chaque autorisation. Julien refusait de croire au rapport. Il doit y avoir une erreur. Son directeur financier resta silencieux. La salle de conférence semblait inhabituellement froide. Sur l'écran derrière eux se trouvaient des dizaines de transactions que les enquêteurs avaient signalées. Chaque transfert avait été approuvé sous l'autorité exécutive de Julien. Chaque approbation portait sa signature numérique. « Je n'ai jamais autorisé ces paiements, » dit Julien. Le directeur financier prit enfin la parole. « Les signatures sont valides. Alors quelqu'un a utilisé mes identifiants. Trouvez de qui il s'agit. Nous essayons. » Pour la première fois depuis la fondation de Perrin Capital, Julien réalisait quelque chose de terrifiant. Il n'avait plus le contrôle total de sa propre entreprise. À l'autre bout de la ville, Éléonore retrouva Daniel et l'équipe d'audit financier. Des boîtes de dossiers financiers couvraient la table de conférence. L'enquêteur principal montra un organigramme. L'argent n'a pas été volé d'un seul coup. Il a été déplacé en petites sommes au fil du temps. Daniel croisa les bras, donc personne n'a rien remarqué. Ils l'ont remarqué. L'enquêteur regarda directement Éléonore. Ils ont simplement supposé que les transactions avaient l'approbation de la direction. Il fit glisser un autre dossier sur la table. Ce compte a reçu la plupart des transferts. Éléonore fronça les sourcils. Le nom de l'entreprise ne lui disait rien. Qu'est-ce que c'est? Un cabinet de conseil. À qui appartient-il? L'enquêteur prit une lente inspiration. Sur le papier, à personne. En réalité. Il ouvrit un autre document. Le bénéficiaire effectif fut enfin révélé. Marguerite Perrin. La pièce plongea dans le silence. Éléonore regarda Daniel. Donc, ce n'était pas Chloé? Daniel hocha lentement la tête. Non, ça a commencé bien avant l'apparition de Chloé. Cet après-midi-là, Daniel prit une décision. Nous informons le conseil d'administration. Éléonore hésita. Si ça devient public, ça va. Daniel l'interrompit doucement. La seule question est de savoir si la vérité les atteindra avant les rumeurs. Elle hocha la tête. Pour une fois, laissons la vérité passer en premier. La réunion d'urgence du conseil d'administration fut programmée pour le lendemain matin. Julien a à peine dormi. Marguerite non plus. Mère et fils ont passé la majeure partie de la nuit à appeler des avocats, des conseillers en relations publiques, des banquiers, toute personne susceptible de limiter les dégâts. Au lever du soleil, ils avaient une stratégie. Tout nier. Retarder l'enquête. Gagner du temps. Ça avait marché avant. Mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Chaque membre du conseil avait déjà reçu le rapport d'audit avant d'entrer dans la pièce. Personne ne souriait. Personne n'échangeait de conversations informelles. Le président ouvrit la séance sans cérémonie. Nous allons commencer immédiatement. Il regarda vers Julien. Avez-vous autorisé ces transactions? Non. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre signature apparaît sur chaque approbation? Je crois que quelqu'un a accédé à mes identifiants. Le président hocha la tête.
Nous avons envisagé cette possibilité. Il appuya sur un bouton sur la table de conférence. Un autre document apparut à l'écran. Journaux de sécurité. Chaque approbation avait été effectuée depuis le bureau de Julien, en utilisant sa connexion biométrique, les jours où il était physiquement présent. Julien sentit les murs se refermer sur lui. Je ne me souviens pas avoir signé ça. Un directeur finit par prendre la parole. Ne pas s'en souvenir n'est pas la même chose que ne pas le faire. Puis les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Tout le monde se tourna. Daniel de Montfort entra en premier. Éléonore suivait. Elle ne portait pas de bijoux de créateur ou de tailleur de femme d'affaires. Juste une robe bleu marine et une expression calme. Elle ne ressemblait pas du tout à quelqu'un cherchant à se venger. Elle ressemblait à quelqu'un qui en avait fini de faire semblant. Julien la dévisagea. « Tu as enfin décidé de te montrer. » Éléonore l'ignora. Au lieu de cela, elle tendit un autre dossier au président. Ceci contient la correspondance entre les conseillers juridiques de Perrin Capital et le bureau de mon mari. Le président ajusta ses lunettes. Plusieurs minutes passèrent alors que les membres du conseil lisaient en silence. Puis, un directeur regarda directement Julien. Qu'est-ce qu'une stratégie de sortie d'Éléonore exactement? Julien se figea. Son visage perdit toute couleur. Il se tourna lentement vers Éléonore. « Tu as lu ça? » « Je l'ai vécu. » Personne ne parla. Le silence devint sa propre accusation. Marguerite se leva soudainement. Cela n'a rien à voir avec les finances de l'entreprise. Daniel répondit avant que quiconque ne puisse le faire. Cela a tout à voir avec la gouvernance de l'entreprise. Il montra le rapport du doigt. Le projet de divorce transférait l'exposition financière à ma sœur tout en protégeant certains cadres. Un autre membre du conseil fronça les sourcils. Suggérez-vous que quelqu'un avait l'intention d'utiliser Madame Perrin comme bouclier de responsabilité? Daniel ne répondit pas. Il regarda simplement vers Marguerite. Cela suffisait comme réponse. Le président ferma le dossier. J'en ai assez entendu. Il regarda autour de la pièce. À compter de ce moment, Monsieur Perrin est placé en congé administratif dans l'attente de la conclusion de l'enquête. Julien se leva si vite que sa chaise recula. Vous ne pouvez pas me suspendre de ma propre entreprise. L'expression du président ne changea pas. Vous avez fondé cette entreprise. Vous ne possédez pas le conseil d'administration. Un par un, les directeurs levèrent la main. Le vote fut unanime. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Julien avait perdu. Pas face à Éléonore, pas face à Daniel, mais face aux conséquences de décisions dont il croyait qu'elles ne le rattraperaient jamais. À l'extérieur du bâtiment, les journalistes se rassemblaient déjà. La nouvelle s'était répandue plus vite que prévu. Les caméras se tournèrent lorsque Julien posa le pied sur le trottoir. Les questions fusaient de toutes parts. Avez-vous détourné des fonds d'investisseurs? Votre femme coopère-t-elle avec les enquêteurs? Allez-vous démissionner? La sécurité le pressa vers une voiture qui l'attendait. De l'autre côté de la rue, Éléonore observait depuis le véhicule de Daniel. Elle ne ressentait rien. Ni satisfaction, ni triomphe, seulement du soulagement. Daniel le remarqua. « Je m'attendais à ce que tu sois plus heureuse. » Elle sourit faiblement. « Je ne voulais pas qu'il soit détruit. Je voulais qu'il arrête de détruire tout ce qui l'entoure. » Daniel regarda par le pare-brise. « Je pense que c'est déjà fait. » Éléonore jeta un dernier coup d'œil à Perrin Capital. Le bâtiment était toujours debout. Les employés franchissaient toujours ses portes. Les affaires allaient continuer. Une seule chose avait changé. L'illusion avait disparu. Alors qu'il s'éloignait, le téléphone de Daniel sonna. Il écouta pendant moins d'une minute avant de mettre fin à l'appel. « Et maintenant ?» demanda Éléonore. « Les enquêteurs viennent d'interroger Gaspard. » Qu'a-t-il dit? Daniel la regarda attentivement. Il a admis que quelqu'un lui avait ordonné de garder le silence. Éléonore fronça les sourcils. Qui? Daniel lui tendit la déclaration préliminaire. Elle lut la dernière ligne 2 fois. L'ordre ne venait pas de Julien. Il ne venait pas de Chloé.
Il venait directement de Marguerite Perrin. Et selon Gaspard, Julien n'avait jamais été au courant. 3 semaines plus tard, l'enquête était terminée. Les résultats confirmaient exactement ce que le conseil d'administration redoutait. Marguerite Perrin avait discrètement créé un réseau de sociétés de conseil qui facturait Perrin Capital pour des travaux qui n'avaient jamais été réalisés. Les paiements avaient été approuvés en utilisant l'autorité exécutive de Julien. Certaines approbations avaient été signées par lui-même. D'autres avaient été insérées dans des liasses de documents mélangés à des contrats légitimes. Il n'avait rien remarqué. Les enquêteurs parvinrent à une conclusion simple, Julien n'avait pas conçu le stratagème, mais il avait permis un environnement où personne ne remettait en question ses décisions, pas même lui-même. Cet échec lui a tout coûté. Le conseil accepta sa démission avant que les régulateurs de l'État ne s'en mêlent. Marguerite démissionna le même jour. Aucun d'eux ne quitta le bâtiment par l'entrée principale. Gaspard témoigna devant le comité de révision interne. Il admit que Marguerite lui avait ordonné de garder le silence chaque fois que des transactions inhabituelles apparaissaient. Si Julien posait des questions, a déclaré Gaspard, on m'a dit de répondre que le département financier avait déjà tout vérifié. Pourquoi n'avez-vous rien signalé? Gaspard baissa la tête. J'avais peur de perdre mon travail. Le président du comité hocha la tête. La peur explique votre silence. Elle ne l'excuse pas. Gaspard ne contesta pas. La vie reprit son cours beaucoup plus rapidement qu'Éléonore ne l'aurait imaginé. Le divorce fut finalisé sans bataille judiciaire. Elle ne demanda rien au-delà de ce qui lui appartenait légalement. Aucune interview publique, aucune apparition télévisée, aucune tentative d'embarrasser Julien. Elle voulait la paix, pas faire les gros titres. Elle et Noé restèrent au domaine de Montfort tout en reconstruisant une vie qui ne dépendait plus des promesses de quelqu'un d'autre. Certains matins, elle se promenait dans les jardins en poussant la poussette de Noé. D'autres matins, elle prenait son petit déjeuner avec son père, parlant de choses ordinaires qu'ils avaient manquées pendant près d'une décennie. Lentement, la distance entre disparut. Un après-midi, Guillaume sourit de l'autre côté de la table. J'ai passé des années à attendre que tu rentres à la maison. Éléonore regarda Noé, qui riait dans sa chaise haute. Je crois que je suis enfin rentré. Perrin Capital a survécu. Le conseil a nommé un PDG par intérim. De nouvelles procédures de conformité ont été introduites. Des audits indépendants sont devenus obligatoires. L'entreprise a perdu de l'argent. Elle a perdu de son prestige, mais elle ne s'est pas effondrée. Des centaines d'employés ont gardé leur emploi. Éléonore en était reconnaissante. Aucun d'eux ne méritait de payer pour des choix qu'ils n'avaient jamais faits. Près de 2 mois après la fin de l'enquête, Julien demanda une dernière entrevue. Daniel demanda à Éléonore si elle voulait refuser. Elle y réfléchit, puis secoua doucement la tête. Une seule conversation, plus rien après ça. Ils se sont rencontrés dans un petit café surplombant la Seine. Pas de journaliste, pas d'avocat, pas de sécurité. Julien paraissait plus vieux que dans ses souvenirs, non pas à cause du temps, mais parce que la certitude avait disparu de son visage. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Finalement, il brisa le silence. Je sais que des excuses ne changeront rien. Non, elles ne changeront rien. Il hocha lentement la tête. Je pensais que réussir signifiait ne jamais ralentir. Je me disais que tout ce que je faisais, c'était pour notre avenir. Éléonore remua son café. Quelque part en cours de route, notre avenir est devenu ton excuse. Julien baissa les yeux. Je ne savais pas ce que ma mère faisait. Je te crois. Il releva la tête, surpris. Vraiment? Oui. Elle croisa son regard calmement. Mais tu as quand même choisi de ne pas voir ce qui se passait juste sous tes yeux. Il ne chercha pas à se défendre, parce qu'elle avait raison. Il n'avait pas remis en question les dîners manqués, les rendez-vous médicaux solitaires, les appels sans réponse, les vacances ou les papiers du divorce. Il avait accepté chaque raccourci parce que cela lui facilitait la vie. J'ai perdu mon entreprise, dit-il doucement. Tu as perdu bien plus que ça, répondit Éléonore. Tu as perdu les personnes qui te faisaient confiance. Les mots restèrent entre eux, lourds, impossibles à nier. Au bout d'un moment, Julien chercha dans la poche de son manteau et posa quelque chose sur la table.
Une toute petite paire de chaussettes tricotées bleues pour bébé. J'ai acheté ça avant le voyage. J'avais oublié de les mettre dans ma valise. Éléonore les regarda pendant plusieurs secondes, puis les repoussa doucement vers lui. Noé a tout ce dont il a besoin. Julien hocha la tête. Je m'en doutais. Il se leva. Je ne t'ennuierai plus. Alors qu'il se retournait pour partir, Éléonore prit la parole une dernière fois. J'espère qu'un jour tu deviendras le père qu'il mérite. Julien s'arrêta de marcher. Sans se retourner, il répondit doucement, je l'espère aussi. Puis il disparut dans la foule de l'après-midi. Elle ne le revit plus jamais. Des années plus tard, Noé poserait des questions sur son père. Éléonore ne mentirait jamais, mais elle ne remplirait pas non plus son cœur de colère. Elle dirait simplement, ton père a fait des choix sur lesquels il ne pouvait pas revenir. Moi aussi. La différence, c'est que j'ai choisi d'apprendre des miens. Pour le premier anniversaire de Noé, Guillaume tendit à Éléonore une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une photo de famille prise des décennies plus tôt. Ses parents, Daniel, et une petite fille souriant à la caméra. « Tu as gardé ça ?» demanda-t-elle. « J'ai tout gardé », sourit Guillaume. « J'espérais juste que tu reviendrais avant que je ne manque de temps. » Les larmes remplirent enfin les yeux d'Éléonore. Pas parce qu'elle était en deuil, mais parce qu'elle venait de réaliser quelque chose. La famille qu'elle croyait avoir perdue l'avait attendue depuis le début. Ce soir-là, après que Noé se soit endormi, Éléonore se tint sur le balcon en regardant les lumières scintiller sur Paris. Un an plus tôt, elle croyait que le bonheur signifiait maintenir un mariage en vie, quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, elle comprenait quelque chose d'entièrement différent. L'amour sans respect devient de la dépendance. Le succès sans intégrité devient de la cupidité, et le pardon sans responsabilité devient une permission. Elle avait failli échanger sa dignité pour préserver une relation qui s'était déjà terminée bien avant l'apparition des papiers du divorce. En y repensant, elle ne détestait plus le jour où Julien était parti pour Saint-Barthélemy. Sans ce voyage, sans ces photos, et sans cette enveloppe qui l'attendait dans sa chambre d'hôpital, elle aurait pu passer des années à vivre aux côtés de quelqu'un qui voyait l'engagement comme un arrangement commercial. Au lieu de cela, elle était partie avant de se perdre complètement. Parfois, les gens pensent que la plus belle des vengeances est de regarder la personne qui vous a blessé tout perdre. Ils ont tort. La plus belle des vengeances est de construire une vie où son absence ne ressemble plus à une perte. C'était la vie qu'Éléonore avait choisie. Et avec le recul, ce fut la meilleure décision qu'elle ait jamais prise.